Moi, j'admire beaucoup la radicalité, notamment de la jeunesse, du mouvement écolo. Et en même temps, je veux qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse discuter stratégie. Parce que moi, je pense que la force de la classe ouvrière, elle est capable de faire plier le capitalisme. Elle est capable d'arrêter la machine. Moi, je me présente toujours comme disant que je suis un raffineur écolo. Une fois que j'ai dit ça, il y a toujours un espèce de sentiment de... Mais c'est contradictoire, quoi. Donc ça bloque. C'est pas parce qu'on travaille dans une raffinerie qu'on n'est pas préoccupé par la question de la protection de l'environnement. Il n'y a aucun travailleur qui se lève le matin avec passion à 4 heures du matin pour aller faire tourner une rafle, aller respirer du carburant du soir au matin. Ouais, je sais pas, quand toi tu fais ton plein de voiture, ça te prend 5 minutes et ça t'écœure. Imagine un travailleur qui respire ça de 4 heures du matin à 4 heures le lendemain matin. Voilà, le moteur et le premier, c'est s'éloigner de la précarité. J'ai trouvé un travail intéressant techniquement et aussi la possibilité quelque part de me sentir utile dans le fonctionnement de la société que je connaissais, puisque je remplissais en fait un rôle assez primordial, parce que le métier de raffineur, c'est à partir du pétrole brut de créer en fait des produits qui sont utiles, en fait du bitume pour faire de la route jusqu'au kérosène pour faire voler des avions. Dans les environs de 2014-2015, on commence à réellement parler d'écologie à échelle de masse, je dirais, dans les médias de masse. Et moi, je me souviens d'une interview de Pablo Servigne sur Thinkerview qui parle de l'effondrement, de son bouquin sur l'effondrement. Et ça me touche profondément. C'est une période où je me pose la question d'avoir des enfants, etc., où c'est un projet qui naît. J'ai le projet de quitter Total pour devenir permaculteur et travailler en fait travailler la terre, quoi. Et c'est plutôt quelque chose qui est assez noble hein, pour nous. Au contraire de travailler chez Total qui a jamais été vraiment on va dire apprécié sans vraiment être trop critiqué, mais enfin je veux dire ça restait la vision de travailler ou d'être un pollueur, quoi, quelque part. Et moi j'avais ce sentiment de culpabilité là. Et puis au moment où donc il y a la réforme des retraites, il y a une grande grève et avec des collègues, on va dire la jeune génération, quoi, d'une trentaine d'années. En fait, on prend quelque part un peu la direction du mouvement à Grand Puy. Et on est très radical. C'est une grève nationale. Il y a un mouvement à la RATP, à la SNCF qui est très fort. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de métro sur la région parisienne. Et il y a toute cette force de la classe ouvrière, cette grande démonstration, en particulier sur la région parisienne, et qui fait reculer la réforme puisqu'elle ne passe pas. Et ensuite, voilà, il y a le Covid et le confinement. Voilà. Et donc du coup moi, à ce moment-là, j'ai une grosse réflexion pendant le confinement et je me souviens du directeur de la raffinerie qui veut absolument nous faire redémarrer la RAF alors qu'il n'y a pas de circulation. Et en fait, on organise une assemblée générale et on empêche le redémarrage de la raffinerie en disant non, on ne redémarrera pas, il n'y a pas de raison de redémarrer, il n'y a pas de besoin. Et donc voilà, donc la direction elle recule, c'est le rapport de force qui encore une fois fait son chemin et sa petite victoire. Et donc tout ça est en discussion avec nos camarades cheminots. Il y a toute cette politisation, moi qui viens de cette culture et qui ramène ces convictions écolo de vouloir protéger la planète, et la rencontre avec une organisation révolutionnaire qui est Révolution Permanente, qui en fait me convainc de rester à la raffinerie et me convainc aussi de l'utilité de mon rôle, enfin en tout cas du rôle de la classe ouvrière dans la protection de l'environnement et dans la protection aussi des travailleurs. Étant exploité depuis voilà, tout jeune, quoi, je pense de manière déformée à la question de la protection de l'environnement sans même penser à ma propre protection à moi. Parce que le capitalisme, il nous enseigne ça, notamment à nous sacrifier pour pouvoir produire. On a eu des périodes de canicule il n'y a pas longtemps en Île-de-France. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a chaud? On va se baigner. Et on va se baigner dans les rivières qui jouxtent en fait nos usines. Donc nous, on ne peut pas mettre nos enfants parce qu'on sait ce qu'il y a dedans.
Et on sait ce qu'on rejette quelque part. Et donc le premier impact environnemental, il est sur le travailleur avant toute chose, quoi. C'est le premier être vivant, membre de l'espace, de la nature, hein, qui est touché par la pollution. Par exemple, nous, les travailleurs de la pétrochimie, on est touchés notamment par des cancers. On a énormément de produits cancérigènes, notamment comme le benzène, par exemple, qui nous donne des cancers du sang ou autres. Et c'est fou à quel point c'est un angle mort de la pensée écolo qui pense la protection des rivières, des poissons, de la nature, etc., mais pas de l'être vivant qui est le premier touché, qui est le travailleur. Moi, j'admire beaucoup la radicalité, notamment de la jeunesse, du mouvement écolo, du mouvement climat, qui sont des dizaines de milliers, en fait, quand ils combattent la 69 à faire des grèves de la faim, après se faire mourir de faim. Et quelque part, je vois leur radicalité et je partage l'urgence. Et en même temps, je veux qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse discuter stratégie. Parce que moi, je pense que la force de la classe ouvrière, elle est capable de faire plier le capitalisme. Elle est capable d'arrêter la machine. En 2022, les raffineurs, d'Exxon et de Total, pour arracher des augmentations de salaire, ils ont fait une grève de 3 semaines, ils ont asséché l'ensemble des stations en fait service, et ça, ils ont arrêté la production pendant plusieurs semaines de Total. Et ça, c'est le rêve de milliers de militants écolos. Et ça a été rendu possible par plus de 500 ouvriers en grève. Et c'est dire la démonstration. C'est-à-dire que c'est sans doute la seule force matérielle qui a fait plier le PDG de Total ces dernières années, quoi. En 2010, il avait dit « Jamais je négocierai sous la pression d'une grève ». Et en 2022, à 21h, il s'est mis autour de la table. Cette alliance-là, c'est la meilleure des alliances qu'on puisse trouver pour combattre notre propre patron, notre propre exploitation. Parce que le discours des patrons, c'est de vouloir faire la transition écologique. Et nous, ensemble, avec les militants écolos, dénoncer le rôle du capitalisme et le rôle, en fait, du patronat dans cette double exploitation de la terre et des travailleurs, c'est pour nous la meilleure des armes. Clairement, la politique de Total, c'est de délocaliser les moyens de production dans des pays où les normes sociales sont moindres par rapport à la France, les normes sociales et aussi environnementales. Et donc, depuis, il y a une fermeture à peu près tous les 5 ans depuis 2010. Et on ne sait jamais vraiment sur qui ça va tomber en réalité. Parce que il y a aussi une politique, c'est d'effondrer l'investissement quelque part et de prendre un bénéfice-risque, quoi, ce qu'ils appellent un bénéfice-risque, jusqu'au moment où ça tient. Et puis à un moment donné, il y a un problème et soit un incident qui fait un problème technique et que ça ferme. Et en fait, là, ça s'est passé sur le pipeline. Et Total s'est servi quelque part de ça pour dire, voilà, on va faire la transition énergétique. Nous aussi, on prend le virage vert quelque part et on ferme la raffinerie de Grand Puy pour en faire une plateforme zéro carbone. Et donc, il faut savoir que nous, dès qu'on apprend ça, avec le syndicat, avec cette jeune génération, encore une fois, de trentenaires, avec des enfants préoccupés aussi par cette question de la protection de l'environnement. On sait très bien à quel point Total, c'est une entreprise capitaliste qui pense qu'à ses profits, un taux de rentabilité à 2 chiffres, donc ça ne peut pas être le virage écolo, c'est pas possible, quoi. Et ils nous mettent en lien avec les Amis de la Terre, aussi avec Greenpeace par ricochet. Et nous, on a besoin de leur expertise, justement pour pouvoir démonter le projet de Total. Et voilà, et du coup, à ce moment-là, il y a cette alliance qui se fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en discutant, on arrive à porter une tribune dans Libération, donc c'est en novembre 2020, en fait, avec un programme vraiment crédible qui entend la nationalisation de l'ensemble des industries du pétrole et des raffinages sous contrôle des travailleurs, tant qu'on n'a pas trouvé d'alternatives réelles et crédibles aux énergies fossiles, quoi. Et ça c'est vraiment un programme intéressant parce qu'il est vraiment compréhensible et entendable par l'ensemble des travailleurs du pétrole et l'ensemble de l'industrie. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas « on va fermer votre usine »
et vous allez tomber au chômage, mais on a zéro solution pour vous. Et par contre, vous allez voir débarquer en fait des produits d'importation, de carburant fini, comme ça a été le cas à Flandre, hein, quand l'un des premiers bateaux d'importation de produits finis a débarqué à Flandre, quoi. C'est vous dire l'hypocrisie en fait de la fermeture des raffineries en France et en Europe. La peur des patrons, c'est d'avoir cette jonction-là, d'avoir cette compréhension-là entre ces deux mondes et qui se rassemblent pour lutter contre le capitalisme. Et pour lutter contre cette illusion réformiste qu'on va réussir à aménager le capitalisme pour protéger l'environnement. J'ai choisi une stratégie, encore une fois, qui vient de mon expérience dans le capitalisme, hein, au service de la plus grande entreprise du CAC 40 et de l'impérialisme français. Donc voilà, c'est en grande partie pour ça que j'ai rompu avec le réformisme. Et je suis devenu révolutionnaire, mais vraiment, il y a énormément de lutte des classes en France. Depuis 2016, tous les secteurs de la classe, du prolétariat, se sont soulevés. En 2016, on a eu la jeunesse en jonction avec le privé, le secteur du privé. On a eu en 2017, 2018 les Gilets jaunes. On a eu la RATP SNCF en 2019. On a eu en 2022 les raffineurs. On a eu en 2023 énormément de secteurs que j'ai cités juste avant. Ensuite, on a eu les quartiers populaires en juin. Et ensuite, on a eu les agriculteurs. Enfin, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui ose me dire qu'il n'y a pas de lutte des classes en France, il faut qu'il me le démontre. Et ça, je ne pourrais pas vous raconter la messe en vous disant « Non, mais je te jure, il va y avoir la révolution, il suffit d'être patient. » Moi, je te jure que tous les combats que j'ai menés, on aurait pu les gagner. Si on avait une autre direction à la tête du mouvement ouvrier. Il y a des organisations syndicales qui ont une tradition stalinienne, qui ont une tradition productiviste et qui font de la résistance par rapport à cette jonction entre le mouvement écolo et le mouvement ouvrier. Et le syndicat, comme dans beaucoup de pays, il est institutionnalisé. Tu vois, si tu veux, les directions syndicales, c'est des gens qui viennent de la classe ouvrière, tu vois. Et leur intérêt, aujourd'hui, il est antagoniste à la classe ouvrière de base. Ils ont des intérêts à maintenir l'appareil, à maintenir une négociation avec l'État, avec le patronat. Et s'ils perdent ça, ils perdent leur place dans l'institution. Et ça, c'est un truc qui a été pensé par les patrons parce qu'on a tellement de force. Il faut savoir que les dockers, 100% des dockers sont à la CGT. Je sais pas si tu réalises quand même. Ça veut dire qu'on fait ça. Si on est à la direction de la CGT, on fait ça, on arrête les docks. On arrête tous les ports. T'as 80% des gens à l'exploitation des raffineries en France, ils sont à la CGT. T'arrêtes les docks, les ports. Chez les cheminots, t'as Sudrail, CGT. C'est pas très compliqué. RATP, c'est pareil. Et surtout, t'as des travailleurs qui, même non syndiqués, ont été ultra radicalisés, notamment après les Gilets jaunes, et qui étaient prêts à en découdre. Tu vois? C'est pour ça que je m'inquiète pas pour la classe ouvrière. Je m'inquiète pour sa direction. Il y a parfois des gens qui comprennent mal le truc, tu vois, en disant « Ouais, il critique les syndicats, il est anti-syndicat. » Mais moi, je monte la CGT tous les jours. Voilà, je suis toujours en train de militer pour que les gens ils se syndiquent. Mais par contre, quand il y a des grèves, c'est pas juste la CGT qui décide, c'est les grévistes. Il y a une hétérogénéité chez les ouvriers, dans les organisations ouvrières, au sein de la CGT. Il y a aussi une jeunesse, une jeune génération ouvrière qui est touchée par ces questions-là, hein, qui a une trentaine, une quarantaine d'années, qui a envie de voir bouger les lignes. Et c'est déjà ce qui se passe, hein, quelque part. On a vu, par exemple, des militants CGT, des militants du mouvement ouvrier, qui se sont rendus, par exemple, à Sainte-Soline pour combattre les méga-bassines. Et le mouvement écolo, au sens large, se pose des questions. Il y a une espèce d'impasse stratégique, tu vois, où il y a les gens, ils se disent « Putain, il y a un truc qui ne va pas », ils cherchent. Et ils voient à droite, à gauche, « Ah, Grand Puy, putain, il y a eu un truc là, tac, tac, tac », pour pouvoir, quelque part, voilà, faire en sorte de faire avancer le mouvement écolo et cette jonction avec le mouvement ouvrier. C'est une clé stratégique du problème. Tu vois, la force qu'on a mis sur la table en 2023, imagine que le même jour des réquisitions à Normandie,
t'avais Sainte-Soline quand même. T'imagines? Une jonction historique entre les deux mouvements, c'était terminé. Hein. Là, on avait gagné. Il n'y avait pas de réquisition. La réquisition de Normandie, elle arrive, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 40% des vols sur Roissy et Orly qui sont annulés pour manque de kérosène. Ça, c'est publié dans la presse, c'est public. Hein. Tu vois? Donc la force que peut avoir la classe ouvrière, tu vois, c'est de paralyser les plus gros aéroports européens quand même. Tu vois? Voilà, tout ça, hein, j'ai beaucoup d'émotions parce que j'espère qu'un jour on y arrivera, quoi. Et je suis assez pressé, je vous l'avoue, parce que je pense que tout le monde en est conscient, mais on est à un tournant. Donc il faut qu'on gagne.